Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec AXA Santé Collective. Le sujet du jour, c'est l'absentéisme sous le prisme du Datascope. C'est une étude que vient de produire AXA Santé Collective sur le sujet des données, l'observatoire de la vie au travail, on va dire, sur la base de données factuelles. Donc, nos intervenantes et intervenants m'en parleront bien mieux que moi. Et le Datascope c'est l'occasion d'élargir le sujet sur la question de l'absentéisme et le lien avec la QVCT, les moyens qu'on a en termes de levier d'action, en termes de QVCT pour réduire ce taux d'absentéisme. Et donc, nous avons la chance d'avoir ce matin, dans les interventions de Christian Grolier, qui représente la fonction publique, le syndicat FO de la fonction publique, donc au regard du taux d'absentéisme qu'il y a dans les fonctions publiques. On a Emmanuel Lavignac, qui représente l'UGIT CGT. Il y a des problèmes de connexion avec Emmanuel, donc on va essayer de la récupérer et que, même si c'est peut-être un peu dégradé par téléphone, etc., mais qu'elle puisse intervenir. Ça serait quand même bien pour apporter l'éclairage privé, quand même, c'est quand même important. Donc, j'espère qu'on va pouvoir récupérer Emmanuel. Laurent Capelletti, toi, tu es donc docteur en sciences de gestion, tu es professeur au CNAM. Oui. Et toi, tu travailles depuis quelque temps sur les coûts cachés de la performance, les coûts cachés, et notamment sur l'absentéisme. Tu as produit une étude sur le sujet. C'est un sujet au long cours que tu portes, avec une approche que tu nous présenteras et également les leviers que tu vois. Donc, moi, je ne vais pas être plus long. Je suis donc Rodolphe Elderlé, je suis rédacteur en chef de Miroir Social. Je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Vous êtes nombreux ce matin à être inscrits, donc n'hésitez pas à partager votre expérience sur ça va être un peu l'axe de nos échanges de ce matin, c'est de voir en quoi l'absentéisme, on est capable, sur la base de données, d'en parler, de sortir un peu des zones de non-dit qu'il y a sur l'absentéisme, au regard du coût que ça a, etc., et de peut-être l'intérêt un peu de toutes les parties prenantes à mettre le sujet sur la table et de quelle façon. Et donc, de voir dans vos entreprises si vos directions se donnent les moyens de vous apporter les données qui sont susceptibles de nourrir un dialogue, une discussion, un dialogue social pour pouvoir avancer et prévenir et avancer sur le sujet en proximité avec le management, etc. Autant de sujets qu'on va voir ce matin. Donc, n'hésitez pas à interagir. Pour représenter AXA, Sophie Mandelbaum, toi, tu es donc en charge des relations avec les partenaires sociaux au sein d'AXA Santé Collective. Et Sébastien Amar, toi, tu es data scientist chez AXA. Donc, tu nous parleras plus précisément de l'étude Datascope et de la méthodologie que ça sous-entend, votre approche, et un peu au regard de l'évolution qu'il y a. C'est intéressant de noter ça. Donc, Sophie, si tu peux nous présenter un peu l'actualité qui nous fait porter ce webinaire, c'est à la fois Datascope et dans un contexte de semaine de la QVCT. Donc, en quoi Datascope se positionne un peu par rapport au sujet qu'on adresse ce matin. À toi. Bonjour, merci Rodolphe. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Sophie Mandelbaum, en charge des relations extérieures avec les partenaires sociaux chez AXA Santé Collective. Donc, AXA Santé Collective, c'est l'entité d'AXA qui protège les salariés, notamment dans les domaines de la complémentaire santé et de la prévoyance. Sur ces sujets, comme il y a souvent des contrats collectifs, puisqu'on parle de salariés, c'est un contrat collectif qui relie l'entreprise à AXA pour représenter les salariés et les protéger, eh bien, très naturellement, c'est un sujet qu'on partage avec les élus CSE, les représentants syndicaux au niveau des branches ou des entreprises. Voilà, donc c'est moi qui suis votre interlocuteur relais sur ces sujets-là. Et on a aussi le souci de vous entendre sur
c'est les évolutions en fait de la protection sociale, les évolutions aussi de la prévention. Et là, ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être beaucoup de la question des actions. Rodolphe parlait des leviers d'action. Voilà, quels sont ceux qui vont être pertinents en fonction de ce qu'on va pouvoir observer. Et vous, en tant qu'acteur de terrain, avec les RH, avec les élus CSE, les délégués syndicaux, donc l'ensemble des acteurs du dialogue social, vous avez souvent une perception de la réalité dans vos entreprises et vos branches ou dans la fonction publique. Et quand on a présenté le Datascope ou le Datamap, je vous expliquerai la nuance après entre les deux, souvent on nous a dit, en fait, c'est bien, ça nous permet d'être sûr de nous sur certaines choses, des affirmations qu'on a, des perceptions, donc ça renforce votre vécu et vos perceptions. Et ce qui fait que ça donne un point d'appui plus solide pour aller plus loin. Parfois, il ne s'agit pas de simple confirmation, mais même d'identifier des nouveaux aspects d'un problème qui n'avaient pas pu être perçus de manière intuitive ou par le contact avec les salariés ou parce que les indicateurs sociaux que vous avez aujourd'hui ne sont pas suffisants. Quand on voit le bilan social ou la BDES, souvent il y a un grand décalage de temps qui fait que vous n'avez pas assez de prise pour factualiser, vous n'avez pas d'indicateur permettant de factualiser en prise directe avec votre actualité les réalités des salariés. Voilà, donc le Datascope, c'est la consolidation, mais Sébastien va beaucoup mieux vous en parler, la consolidation au niveau de l'ensemble des entreprises qui travaillent avec AXA sur ces données de santé. Et le Datamap, c'est la différence entre le Datascope qui est global et le Datamap. Le Datamap, c'est plus les situations d'entreprises qui ont souhaité mieux comprendre leur absentéisme, mieux l'analyser pour mettre en face les leviers d'action pour le prévenir. Donc, quand c'est des problèmes de santé sur lesquels l'entreprise ne peut pas agir ou ne doit pas agir parce que ça ne la regarde pas, bien évidemment, c'est la partie qui ne peut pas la concerner, mais il y a tout le reste sur lequel, que ce soit la santé ou l'organisation du travail ou les conditions de travail, enfin voilà, vous allez en parler bien mieux que nous. Ça va permettre d'identifier les leviers intéressants pour agir sur les causes de l'absentéisme. Voilà, donc je pense que Rodolphe a dit aussi un mot important, les non-dits. Des fois, on n'ose pas trop mettre les pieds dans le plat sur l'absentéisme parce que j'ai même entendu des DRH me dire oui, mais les syndicalistes ne vont pas vouloir en parler parce qu'ils vont penser qu'on va faire la chasse aux salariés qui abuseraient des possibilités d'arrêt de travail. Heureusement, le sujet n'est pas là. Ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Par contre, c'est notre rôle aujourd'hui quand même de mettre les pieds dans le plat sur les non-dits et de manière à pouvoir aller sur l'essentiel, aller là où on a vraiment un pouvoir d'action intéressant et respectueux du dialogue social et également des salariés. Parfait. Voilà. Parfait, merci. Merci à toi et je vais partager ce que tu disais, mettre les pieds dans le plat et peut-être en intro de Datascope, j'ai partagé à l'écran une petite vidéo qu'il faut que je trouve et que je n'ai pas trouvé, bien sûr. Oh non, mince. Excusez-moi, je mélange les pinceaux là. Attendez, partager. Excusez-moi, il faut que je trouve et je ne trouve pas. Mince. Excusez-moi. Ah là là. Excusez-moi, je pédale dans la choucroute. Alors, je vais déjà faire ça. Tac. Là, vous avez le lien vers ce que je voudrais vous montrer. Et attendez. Bon. Là, c'est la chaleur. Qu'est-ce que ça va être quand on va être à 50 degrés en région parisienne? Excusez-nous. Alors, attendez, parce que je pensais être dessus sur la vidéo, mais a priori, non. Mince. Attendez. On va y arriver. Excusez-moi. Vous avez... Voilà. Là, ça devrait... Excusez-moi. Je ne lâche pas l'affaire. On va y arriver. On va y arriver. Yes. Voilà. L'absentéisme est une pandémie sans virus. Entre 2019 et 2024, selon vous, le taux d'absentéisme en entreprise a augmenté de 8%, 26% ou 41%?
Eh oui, la bonne réponse est aussi la pire. L'absentéisme a bien progressé de 41% en 5 ans. Les règles du jeu ont changé. Ah. En apparence, rien de grave. L'absentéisme de 2024 retrouve juste le niveau de 2022. Oui, sauf qu'en 2022, le variant Omicron justifiait ce taux élevé. Sans pandémie, comment expliquer les mêmes chiffres? En clair, le virus est parti, l'absentéisme est resté. De 2023 à 2024, en seulement un an, l'absentéisme a grimpé de 7%. 2024, année olympique. Oui, sauf qu'il y a des podiums sur lesquels on n'a pas envie de monter. C'est chez les cadres qu'on remarque la plus forte progression avec plus 9%. Chez les plus on atteint même plus 13%. L'absentéisme des femmes progresse quant à lui de 8% sur un an. Jusqu'à présent, hors compétition, les seniors rattrapent le train de l'absentéisme avec plus 7% en un an. Arrêt long ou arrêt court, qui sont les coupables? Dans la balance, les arrêts longs pèsent lourd. Sur le nombre total d'arrêts de travail, les arrêts longs ne représentent que 6% des arrêts. Mais avec une durée moyenne de 175 jours par arrêt, lorsque leur fréquence augmente, c'est tout l'absentéisme qui dérape. En 5 ans, le nombre d'arrêts longs a augmenté de 32%. Alors si vous pensez que l'absentéisme n'est qu'une histoire de statistiques, vous faites erreur. Le coût direct de l'absentéisme représenterait 5,3% de la masse salariale. Si ce n'était que ça, ajoutez-y des coûts indirects ou coûts cachés. Remplacement, perte de productivité, démotivation, désorganisation, c'est le naufrage à tous les étages. Conclusion, il est peut-être temps de réinventer en profondeur notre rapport au travail. Les baby-foot et les bars à smoothie ne semblent plus suffire. Face à ces défis, le monde a besoin d'assureurs engagés qui prennent les devants et accompagnent leurs clients dans la mise en place de plans d'action et de prévention. Mais sur qui peut-on bien compter? Entendu, bah voilà. J'ai enfin réussi, excusez-moi. Donc, vous avez le lien vers, dans la notification, vous avez le lien direct vers la vidéo. Je la laisse un petit peu en ligne. Ben voilà, transition pour toi, Sébastien. Donc, on a eu la mise en bouche de l'étude que vous venez de produire. Et si tu peux revenir un peu sur Sophie l'a bien présenté sur le caractère factuel des données. La différence, c'est pas une approche par sondage comme qu'on voit souvent quand on parle d'absentéisme. Là, vous, c'est une approche vraiment de votre portefeuille client. Donc, c'est de la donnée, on va dire, consolidée, qui est, on va dire, c'est plus dans le dur que d'autres. Et donc, si tu peux revenir sur la méthodologie, peut-être, c'est quand même. Et voilà. Et après. Okay. Donc en effet, nous, on ne se base pas sur des sondages, c'est des données qui sont des données réelles. Les données sont issues majoritairement, il y aura quelques informations dont on va vous parler qui sont pas issues qui sont issues d'une autre source de données, mais la grande majorité des données, c'est la DSN, les déclarations sociales nominatives. Donc pour un peu de contexte, ces déclarations sociales nominatives, c'est des déclarations que les entreprises font aux organismes sociaux qui étaient des déclarations qui étaient on avait beaucoup de déclarations différentes avant, et maintenant, on a réuni ça sous une seule déclaration, et les assureurs sont dans la boucle de ces déclarations. Donc, ça nous donne une quantité d'informations très importante sur les arrêts de travail notamment, ce qui nous permet de produire cette étude sur l'absentéisme. Donc, on a des données sur 3 millions de salariés, et c'est grâce à ces données qu'on a pu produire l'étude en question. Donc voilà, c'est vraiment des données réelles avec des arrêts de travail réels qui sont survenus chez voilà, une partie des 3 millions de salariés. Évidemment, tout le monde ne tombe pas en arrêt. Donc ça, c'est la première source de données qu'on a. En termes de deuxième source de données qu'on va avoir, on a un dispositif chez AXA qui permet d'accompagner les entreprises pour favoriser un retour à l'emploi quand on a des salariés qui sont sur des arrêts de longue durée. Et du coup, on a des certificats médicaux détaillés qui sont anonymisés évidemment parce que c'est des données qui sont extrêmement sensibles. Et donc grâce à ces données-là, c'est une autre source de données qui nous permet d'étudier la pathologie. Et donc je vais vous expliquer après quelle information on a pu retirer de ces certificats médicaux détaillés. Donc il faut savoir qu'avec la première source de données, la DSN, c'est là qu'on a pu observer qu'il y avait plus 41% de taux d'absentéisme, donc ce qui est une dérive extrêmement forte depuis 2019.
vous l'avez vu un peu dans la vidéo, mais en effet, en 2022, on a eu une année critique avec Omicron. Et en fait, on s'est rendu compte en 2023 qu'on a eu ce qu'on appelle une baisse un peu en trompe-l'œil, qui était en fait due au fait qu'on n'avait plus Omicron cette année-là, mais quand on comparait à ce qui se passait avant le Covid, on avait toujours une dérive de l'absentéisme extrêmement importante qui se poursuit en 2024. Et donc là, on arrive à des taux d'absentéisme extrêmement élevés et qui impactent toute la manière de s'organiser des entreprises. Sur ce taux d'absentéisme, on a repéré, donc vous avez vu dans la vidéo, on a parlé des cadres, des femmes et des seniors. On parle de population vulnérable. Je pense qu'on peut parler de population vulnérable surtout chez les femmes et les seniors parce que c'est des populations qui ont des taux d'absentéisme élevés de base et qui en plus ont des évolutions fortes. Donc c'est-à-dire que voilà, la dégradation est importante, mais en plus on partait de taux qui étaient plus élevés. Les femmes ont des taux d'absentéisme plus élevés que les hommes, les seniors ont des taux d'absentéisme plus élevés que les jeunes, et c'était vrai déjà avant cette dérive de l'absentéisme qu'on observe ces dernières années. Les cadres, ils ont un taux d'absentéisme pour le coup qui est plus faible que celui des non-cadres à la base, mais ce qu'on observe en 2024, c'est qu'ils dérivent plus que les autres, donc avec 9% d'évolution entre 2023 et 2024. Je vais essayer de pas trop vous mettre trop de chiffres dans la tête parce que ça peut être un peu confusant, mais voilà, c'est important parfois de les mentionner. Et donc les cadres ont une dérive, mais il reste un taux d'absentéisme plus faible que les non-cadres, donc je ne dirais pas que c'est une population vulnérable à proprement parler, c'est une population qui a une dérive plus importante que d'autres populations aujourd'hui. Donc ça, c'est pour, voilà, on a vraiment identifié ces populations qui sont vulnérables à l'absentéisme. Et donc ça, c'est des données qui sont issues de la DSN, qui nous ont permis de, voilà, de repérer ces différentes catégories de population. Et ensuite, nous, on a voulu s'interroger sur qu'est-ce qui cause ces arrêts de travail. Et donc, c'est là qu'intervient la deuxième source de données avec ces certificats médicaux détaillés et anonymisés. Et donc là, on a accès aux pathologies. Et ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années, c'est une dérive extrêmement importante des troubles psy. Donc en effet, on est passé de alors ça, j'aurais plus exactement le chiffre en tête, mais en tout cas, on a la majorité de nos troubles psy qui sont des arrêts pour de longue durée qui sont des troubles psy, et on a un âge à la survenance de ces arrêts qui est de plus en plus jeune. Donc, c'est-à-dire que c'est les jeunes qui sont de plus en plus touchés par ces arrêts. Euh, donc voilà, c'est-à-dire que par exemple, si je veux vous donner des chiffres un peu marquants, chez les moins de 30 ans, on a 47% des individus qui sont en arrêt pour troubles psy, et ça monte à 57% chez les femmes. Donc on retrouve pour le coup les femmes en population vulnérable parmi les troubles psy, l'augmentation des troubles psy qu'on observe, et pour le coup les jeunes sont très touchés par cette pathologie qui prend une ampleur très importante. Et donc voilà, on a pareil chez les moins de 30 ans, la part des burn-out, elle est passée de 14,5% à 24%. Donc on a un vrai sujet chez les jeunes qui, je pense que Laurent Capelletti en parlera mieux que moi après sur vraiment les causes de tout ça, parce que nous, on est plutôt un observatoire, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de regarder ce qui se passe sans essayer d'interpréter, parce qu'on n'a pas forcément les données pour le faire. Mais il y a probablement une perte de sens chez ces jeunes qui est marquante. Et ce qui nous invite à penser ça aussi d'une certaine manière, c'est qu'on a observé notamment, on a fait une analyse de l'absentéisme sur différents secteurs, et ce qu'on a observé sur l'année 2024 notamment, c'est que dans le secteur de la culture, sport, médias et communication, on a eu un taux d'absentéisme qui a diminué de manière extrêmement forte sur la dernière année, alors qu'on a eu une dérive sur quasiment l'ensemble des autres secteurs. Et notre intuition, c'est qu'avec les Jeux Olympiques, les personnes ont eu un travail qui a été extrêmement intéressant pour eux, qui a donné du sens. Et du coup, malgré le fait qu'il y avait énormément de travail, et ben, les gens ne se sont pas tant absentés que ça. Donc voilà, c'est intéressant de voir ces informations-là. Voilà, encore une fois, c'est une petite introduction à ce que Laurent Capelletti pourra vous dire ensuite. Et je pense Vas-y, que ouais. c'est important. J'aimerais vous parler d'une dernière chose. On a fait une étude dans le Datascope où on a essayé de regarder. Donc ça, c'est assez nouveau et
je pense que ça rejoint, il y avait France Info qui avait parlé des déserts médicaux il n'y a pas longtemps, en faisant une carte des différents déserts médicaux en fonction voilà, de où vous vous situez. Vous pouvez regarder en fonction de votre département, votre région, si vous vous situez dans un désert médical, même à la mail commune, il me semble, il l'avait fait. Et donc nous, on a récupéré ces mêmes informations, on a essayé de voir ce qui se passait en fonction de si on est dans un désert médical ou pas. Est-ce qu'on a un absentéisme élevé ou un absentéisme plutôt faible? On avait deux intuitions qui se sont révélées, du moins on a observé le phénomène dans les données. C'est souvent multifactoriel ces choses-là, mais du moins on a observé ça, c'est que on a voulu voir si quand on a un accès aux soins qui est plus facile, on a plus d'arrêts de travail, parce que c'est plus facile de se mettre en arrêt de travail parce qu'on a un accès à des médecins. Mais par contre, vu qu'on est mieux soigné, on a des arrêts qui durent moins longtemps. Et donc c'est un peu ce qu'on a observé, c'est-à-dire que les personnes qui ont un accès aux soins qui est important, ils ont plus d'arrêts de travail, ils ont une fréquence plus importante, mais ils restent beaucoup moins longtemps en arrêt. Donc voilà, je trouve ça intéressant d'essayer aussi de corréler un peu ce qui se passe avec l'absentéisme, avec des données médicales, parce que voilà, on a beaucoup d'arrêts de travail qui sont liés à des maladies. C'est la grande majorité des arrêts de travail. Donc je pense qu'en effet, d'essayer de lier ces deux sujets, c'est très intéressant. Mais en tout cas, merci pour l'éclairage avec le croisement de données que vous faites avec les déserts médicaux. C'est effectivement une projection, enfin un angle que vous ouvrez qui est intéressant. Et Ouais. on peut même faire aussi, enfin là c'est une aparté personnelle, mais sur l'analogie avec le vote, qui est le vote déserts médicaux et le vote politique. Il y a quand même, là aussi, il n'y a pas photo. Voilà, ok. Ben, écoute, merci à toi. Et donc, rappelle-nous, il y a une question, peut-être que tu peux répondre à l'oral. C'est Bien sûr. arrêt court, c'est quoi l'arrêt long et l'arrêt court? Ok, donc généralement quand on parle alors quand je parlais des arrêts longs, je pense que c'est le sujet, c'est par rapport aux pathologies. J'ai dit que ça concernait les arrêts longs. En fait, c'est des arrêts qui dépassent la franchise de nos contrats. C'est comme ça que nous on peut accéder à cette information-là. Et la franchise moyenne de nos contrats, elle est autour de 45 jours. Donc c'est à peu près voilà les arrêts longs. Généralement, on parle des arrêts longs quand on est à plus de 60 jours d'arrêt. Mais globalement, nous, ce qu'on observe sur les pathologies, c'est des arrêts qui sont de plus de 45 jours. Et donc, voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'on considère qu'on a des arrêts longs. Ok. Ben, merci à toi. N'hésite pas à rebondir au regard de ce que tu vas entendre des autres Bien intervenants sûr. sur comment peut-être matière à illustrer au regard de toutes les ressources qu'il y a dans l'étude. Ouais. L'étude que j'ai mis, là, j'ai mis le lien. Vous pouvez consulter et télécharger le Datascope dans le lien qui vous est affiché là et vous retrouverez tous les éléments d'information qu'a pu mettre en perspective Sébastien. Merci à toi. Merci. Parole à Laurent Capelletti. Donc, Laurent, toi, tu es donc docteur en sciences de gestion, tu es professeur, je le rappelle, au CNAM, tu es associé à l'étude Datascope, et comme le disait Sébastien, Datascope, c'est une étude sur les données, des données brutes, on va dire. Et ben toi, la complémentarité que tu développes avec l'approche que tu développes pour mesurer et voir les coûts de la performance cachée sur la base d'entretiens, si je comprends bien, qualitatifs. Hein, et l'idée, c'est quand même de faire parler les gens avec une grille de lecture que tu vas peut-être nous exposer pour comment on amène les gens à parler de pourquoi ils s'absencent, les raisons, les causes racines et voir les conséquences que ça a, les conséquences que direction comme syndicats parfois ne veulent pas voir ou ne sont pas en position de voir. À toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis alors, ce que tu as dit et toutes mes observations sont fondées sur ce qu'on appelle des recherches-interventions, c'est-à-dire des interventions de longue durée dans les entreprises d'organisation. Je travaille avec des équipes nombreuses du CNAM et de l'Institut de socio-économie ISEOR. Et on travaille sur le sujet depuis plus de 40 ans. Et donc, on arrive sur des données qui résultent de l'observation de plus de 2000 entreprises, tout secteur, petites, grandes organisations publiques également. Et finalement, ça a impliqué 150 000 personnes. Et c'est à partir des observations de ces études de cas réels que j'interprète, sollicité par Sophie, les études donc d'AXA du Datascope, qui rejoignent en fait complètement moi ce que j'ai pu observer. Alors pour répondre directement à ta question,
Excuse-moi, Laurent, je me permets j'ai mis en ligne l'étude que tu as menée en 2018 avec Oui, l'Institut Sapiens sur les coûts cachés que tu, en oui, 2018, mesurais à 108 voilà. milliards. Et tu auras Voilà. l'occasion d'y revenir. Mm. Alors effectivement, l'absentéisme au travail engendre beaucoup de coûts cachés, ce qui veut dire que quand on le prévient, ça engendre beaucoup de performances. Tout l'intérêt, c'est cette performance, on en fait quoi? Et ça peut servir effectivement à améliorer la qualité de vie au travail, ça peut servir à améliorer les rémunérations. Donc en fait, coût caché égale gisement de performance pas exploité au jour d'aujourd'hui. Donc déjà, ce que je viens de dire est important parce que pour qu'une entreprise, une organisation accepte de travailler sur le sujet, il faut que ce soit effectivement validé par sa direction, son management, les personnels aussi, et bien entendu, lorsqu'il y a une représentation syndicale, les syndicats. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour être en mesure effectivement de travailler sur le sujet, euh, pour avoir cet accord en fait finalement des différentes parties prenantes, il faut que les parties prenantes comprennent, et c'est là où tout le travail qu'on a fait en fait est intéressant, également des outils comme le Datascope, comprennent en fait que l'absentéisme au travail, premièrement, c'est un phénomène anthropique, c'est-à-dire moins on s'en occupe et pire c'est, ça ne fait qu'augmenter. Le Datascope montre que l'absentéisme a augmenté de 40% depuis la Covid. En fait, il a augmenté de 100% en France depuis 20 ans, puisque nous, nos travaux, voilà. Et donc, ça ne se résout pas naturellement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, l'absentéisme au travail, en fait, a des impacts terribles au plan social et également donc, au plan économique. Donc, c'est un événement, c'est un phénomène socio-économique. Quand il y a de l'absentéisme au travail, les présents souffrent. Ils souffrent parce que soit en fait ils doivent compenser et du coup ils n'ont plus l'occasion de faire correctement leur propre travail, soit ils sont mobilisés pour intégrer des remplaçants et donc les accompagner, soit en fait ils subissent, s'il n'y a pas de remplacement, l'absentéisme à la fin c'est de la non-production, c'est des produits et des services qui ne sont pas faits et donc en fait c'est des clients, des usagers, des patients qui ne sont pas contents. Hein. Premièrement, premier point, pourquoi s'occuper de l'absentéisme au travail? Parce que les impacts sociaux en qualité de vie au travail de l'absentéisme sont majeurs. Et deuxièmement, c'est très lié tout ça, hein, ça a aussi des impacts économiques, c'est-à-dire au bout du compte, c'est de la perte de valeur ajoutée qui en fait manque aux organisations, aux entreprises, pour justement investir dans la qualité de vie au travail, investir dans du développement, investir dans de la formation, ou remettre de l'argent dans les rémunérations. Alors ensuite, en termes méthodologiques, lorsqu'on on a négocié avec les directions des entreprises en fait le fait de faire ça, donc on peut pas effectivement on peut pas traiter le sujet sérieusement, accompagner le management et les salariés sur la question si ce n'est pas une démarche d'entreprise. C'est extrêmement important. On peut pas faire ça de façon clandestine. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut bien expliquer que, comme l'a dit Sophie, on est sur un processus. C'est-à-dire, on n'est pas là en fait pour faire la chasse aux absents, on est là pour repérer les conséquences négatives de l'absentéisme sur le terrain et avec les managers et les équipes, les gens du terrain, c'est un processus, analyser les causes et construire en fait des solutions pour améliorer. C'est pour ça que nos démarches sont vraiment de type managérial et s'étalent sur minimum 6 mois à 1 an avec un transfert méthodologique aux managers. L'idéal, c'est que finalement la prévention de l'absentéisme au travail devienne en fait un geste managérial, soit faite au niveau de chaque équipe, avec le soutien des directions et de la DRH, et bien sûr l'accompagnement, j'allais dire l'intérêt des représentants syndicaux dans les entreprises où ils sont présents. Pour Alors répondre Laurent, encore plus excuse-moi, je me permets directement, d'intervenir. oui.
Ouais, simplement sur ce point-là, Laurent, je me permets de rebondir. Est-ce qu'il y a consensus entre direction, manager et représentants du personnel sur le fait d'agir ensemble dans le cadre d'un projet global Alors, quand on l'explique comme ça, nous, à la base, en fait, on est sollicité par, j'allais dire, par des directions, parfois à l'occasion d'échanges, en fait, par des représentants syndicaux, par des responsables qualité, par des DRH. Et à partir du moment où, en fait, on explique, avant d'intervenir, on explique la démarche, j'allais dire, là, actuellement, pour donner des noms, hein, puisqu'en fait, les entreprises dans lesquelles on intervient, qu'elles soient publiques ou privées, on les fait participer ensuite à des colloques. Donc, on peut donner leur nom, si vous voulez, hein. Donc, actuellement, on intervient, par exemple, dans des collectivités territoriales, par exemple la mairie de Moguio-Carnon, dans des hypermarchés Leclerc, dans des TPE, parce qu'on a un partenariat avec l'OPCO EP, hein, donc des pharmacies, des boulangeries, etc., etc. Et à partir du moment où on présente les choses comme ça, oui. Maintenant, spontanément, tu as raison de le souligner, euh, justement, c'est pour ça que ça ne fait que s'aggraver. Il n'y a pas consensus. Alors, si je devais résumer, je vais dire moi ce que j'observe, hein. On a spontanément une réticence des dirigeants à s'occuper du sujet parce que, comme la cause, on va y revenir, de l'absentéisme compressible, parce qu'il y a évidemment un absentéisme incompressible contre lequel on ne peut rien, lié à des phénomènes naturels exogènes, liés à des maladies, des épidémies. Euh, mais, mais sur l'absentéisme compressible, effectivement, la cause racine pour le prévenir, c'est vraiment la qualité du management, l'attractivité au travail, l'accompagnement au travail, l'enrichissement du travail humain. Et ça, les dirigeants le sentent. Donc, spontanément, ils vont avoir tendance, en fait, pour certains d'entre eux, pas tous, ils vont avoir certains à dire, oh là là, si je commence à mettre le nez là-dedans, bon, compliqué. Deuxièmement, certains dirigeants, en fait, sous-estiment le phénomène. C'est-à-dire, ils se disent, bon, finalement, l'absentéisme au travail, c'est une espèce de régulation naturelle, une homéostasie du système, on va dire. C'est un avantage social déguisé, si vous voulez. Voilà. Donc, bon, j'y touche pas. En minorant le coût, hein, pour eux. Après, chez les managers, bah, là, on tombe sur les problématiques de formation. C'est-à-dire que, pour la plupart, ils n'ont pas appris les formations en management, à part évidemment celles que que je dirige. J'en profite pour me faire un peu de publicité, c'est bien normal. Eh bien, il n'y a pas de module, en fait, ou très peu, hein, prévention de l'absentéisme au travail et méthodologie, en fait, pour le maîtriser. D'accord? Et puis, chez les salariés, alors les représentants syndicaux, ce que j'observe, c'est qu'il y a spontanément, il y a souvent une réticence en anticipant le fait que si on parle d'absentéisme, on va se lancer dans une chasse aux absents, ou pire, l'hypothèse qui est derrière, c'est ah bah oui, mais donc ça veut dire que dans l'entreprise, ce sont des fainéants. Voilà, hein, il y a beaucoup d'absents, donc voilà. Il y a parfois une anticipation, en fait, à un procès d'intention qui fait que voilà. Mais lorsqu'on présente les choses comme ça, comme je l'ai présenté en introduction, c'est-à-dire que ça a des conséquences sociales et économiques terrifiantes, ça ne fait que s'aggraver. Parler de l'absentéisme au travail et des façons de le réduire dans chaque équipe, c'est l'occasion d'améliorer la qualité de vie au travail, les rémunérations et les résultats de l'entreprise. Ben, quand on le présente comme ça, donc de façon processuelle, eh bien, on se rend compte que il y a une écoute et voire une adhésion au processus. Parfait. Alors, il y a une question de Sandrine qui dit est-ce que cette augmentation de l'absentéisme, c'est unique, est-ce que la comparaison par rapport à l'international, est-ce qu'on est vraiment en dérive? Tu parlais de dérive, je reprends ton terme, ou Sébastien qui parlait de dérive. Enfin voilà, en quelle mesure il y a vraiment une dérive particulière en France par rapport à d'autres pays? En quoi on peut aussi comparer à l'international la situation du taux d'absentéisme en France? Et moi, je rajoute une couche, on parle d'un taux d'absentéisme de 4,5%, de combien il pourrait se réduire celui-là
en agissant sur les leviers de la QVCT, ce qu'on parle de compressible, à combien tu l'évalues et par rapport à, justement, par rapport à d'autres pays, dans quelle mesure la comparaison peut permettre de mieux voir les choses. Alors, en fait, on est, si on prend au niveau européen, euh, on se dégrade plus que, on va dire, les pays d'Europe qui ont une qualité managériale supérieure. Hein, voilà. Donc, si on compare par rapport à l'Europe du Nord, si on compare par rapport à même l'Espagne et l'Italie, alors Italie du Nord, hein, mais l'Espagne également, l'Allemagne est en train, ces dernières années, de se dégrader sur cet indicateur, mais moins que nous, hein, on va dire. Voilà. Et nous, on l'explique en fait par une qualité de management, quelles que soient les entreprises et organisations, supérieure. Euh, alors, sur voilà, la grille de lecture, c'est quoi? Sur les 6 domaines, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que finalement, pour l'absentéisme, toujours pareil, hein, compressible, c'est-à-dire celui qui dépend finalement, hein, qui est de l'entreprise et de l'organisation, sur quel levier faut-il appuyer? Il y a 6 leviers à prendre en compte et je veux dire sur lequel appuyer, bah, justement, ça va dépendre en fait des situations dans chaque entreprise et dans chaque organisation. C'est pour ça que le débat doit avoir lieu dans chaque entreprise et chaque organisation. Le bon niveau, c'est le niveau de l'équipe. On a bien entendu, alors ce que je vais dire, il n'y a rien de surprenant, tout le monde le sait. Simplement, la nouveauté, c'est de dire qu'il faut prendre en compte ces 6 variables. D'accord? Donc, on a évidemment les conditions de travail, physiques et psychologiques, hein, de plus en plus. On a l'organisation du travail. Si je résume, plus elle est verticale et taylorienne, plus ça provoque d'absentéisme au travail. Le sens au travail et la communication, hein, ça a été indiqué par Sébastien. Mais donc, il n'y a pas que ça. Hein, j'entends beaucoup sens au travail. Oui, c'est important, mais dans des entreprises, le sens au travail et la communication, ça va très très bien. Mais à côté, les conditions de travail sont très dégradées. Voyez. Donc, quatrième domaine très important, la gestion du temps. La gestion du temps de travail. Voilà. Hein, à prendre en compte. Cinquième domaine, la formation professionnelle et l'évolution, les carrières en fait. Et puis, sixième grand domaine, on va dire les politiques RH, bien entendu, et notamment les politiques de rémunération. Nos observations montrent que j'allais dire, les rémunérations sont incitatives et attractives, comme par hasard, plus le niveau d'absentéisme au travail est faible. Voilà. Alors après, lequel de ces leviers? Ben, ça va dépendre justement des diagnostics, des analyses à faire dans chaque entreprise, chaque organisation pour jouer sur la touche qui est la plus pertinente. Et ça, c'est à faire, comme c'est un phénomène anthropique, c'est à faire périodiquement. C'est pour ça que nous, notre position, c'est de dire ça doit devenir en fait une compétence managériale soutenue par les directions d'entreprise et les DRH avec l'implication des syndicats, puisque j'allais dire, les managers, en fait, à partir du moment où ils vont s'occuper de cette problématique-là, euh, certaines solutions, c'est à leurs mains, j'allais dire. Hein. C'est modifier telle condition de travail, changer telle organisation du travail. Mais il y a certaines solutions, quand on va toucher aux rémunérations, par exemple, ou quand on va toucher à des éléments de conditions de travail qui dépassent la responsabilité managériale, ben, il va falloir, en fait, l'accord, une négociation, l'implication des directions et des syndicats. Donc, Merci, Laurent. voilà. Écoute, merci beaucoup, Laurent. N'hésite pas, il y a peut-être des questions dans le chat, n'hésite pas à répondre par écrit. Puis j'espère qu'on aura le temps pour avoir des rebonds un peu sur prendre du recul par rapport à vos propos respectifs. Donc, n'hésite pas à prendre la main sur le chat. Et donc, merci à toi pour l'éclairage qui nous permet de. Alors, juste Ouais. Rodolphe, puisque tu vas dire que je ne réponds pas à ta question, 4,5% Ah oui, excuse-moi. en moyenne, en moyenne en France, on va dire, l'incompressible, il se situerait entre 2 et 2,5%. Donc, on a 100% à gagner, en fait.
si je résume. Ouais. Et donc, tu mesures ça à l'équivalent de 3 points de PIB, c'est ça? Alors, effectivement, les coûts, les pertes de valeur ajoutée, finalement, Mmh. engendrées par l'absentéisme compressible, quand on l'extrapole à la population active française, on arrive à 100 milliards de PIB échappés, finalement, hein, de valeur ajoutée échappée, plus, bien entendu, l'insatisfaction sociale, très important, hein, qui en découle. OK. Bah, merci à toi, nickel, parfait. Emmanuel, écoute, j'espère que je croise les doigts. Ton micro, il faut l'activer Oui. et Est-ce que bah, vous super. m'entendez? Alors là, je Ah, dirais extraordinaire. et c'est magnifique. Tu vois C'est qu'on y arrive magnifique. et il fallait pas Oui, lâcher merci. l'affaire. J'ai un peu changé de bureau, mais maintenant ça marche, donc c'est l'essentiel. Ouais, OK, bah, super. Merci à toi d'avoir, voilà, Assistez. d'avoir insisté. C'est bien, super. Écoute, donc Emmanuel Lavignac, toi, tu représentes l'UJIT-CGT, donc les cadres CGT et tu es une spécialiste des conditions de travail. Tu es déjà intervenu sur des directs organisés par Miroir Social. Moi, je te lance. Après, tu veux sur le côté, pour rebondir sur les propos de Sophie qui disait le besoin de données objectives, d'avoir de la donnée solide pour pouvoir discuter. C'était le préalable. Et ben toi, tu constates que le manque, notamment dans les branches, c'est un levier d'action, les branches, hein, en prévention et en matière d'absentéisme, on pourrait vraiment le penser, et ben, que vous êtes demandeur, vous, CGT en l'occurrence, de données beaucoup plus solide pour pouvoir instruire et puis pouvoir mettre en avant des politiques de prévention en matière d'absentéisme. Et ces données, ben, elles manquent. Donc, je te lance là-dessus. À toi. Oui, alors merci déjà pour l'invitation. Et déjà, je voudrais dire aussi que le Datascope d'AXA nous est très utile, hein. Nous, à l'UJICT, on fait un webinaire sur les risques psychosociaux et en général, on se base sur le Datascope parce qu'effectivement, il donne les données d'absentéisme que nous, on peut avoir dans les branches, mais on a quasiment, rarement ou pas, les raisons de l'absentéisme. On a le nombre d'absents, le nombre d'arrêts maladie, courts, longs, ça on peut le voir, mais c'est surtout les causes. Et ce qui est très très intéressant dans le Datascope d'AXA, c'est qu'en fait, notamment sur ce chiffre, hein, qui, je pense, saute aux yeux tout de suite quand on parle des encadrants, c'est que la première cause des arrêts longs chez les cadres, avec une surreprésentation chez les femmes de moins de 30 ans, c'est bien les troubles psychologiques. Donc, en fait, là, il y a un vrai travail que nous, on doit faire auprès des managers. Alors, je répondrai après, ou Rodolphe, si tu peux me faire penser à répondre sur est-ce que c'est le manager ou l'organisation qui doit agir pour éviter les risques psychosociaux. Je pense que là, il y a un gros débat. Nous, à la CGT, on parle de risques socio-organisationnels, hein. C'est-à-dire que l'organisation est responsable de ce qui se passe pour nous, mais j'y reviendrai. Ce n'est pas une surprise pour nous, en fait, hein, que les troubles psychologiques sont majoritaires, en fait, chez les cadres sur la cause de l'absentéisme. Je remarque dans le Datascope que les cadres, je répète, sont visés pas que sur les troubles psychologiques, mais de toute façon sur l'absentéisme, avec une augmentation chez les jeunes, chez les femmes et aussi chez les seniors aujourd'hui. Donc, une population vraiment vulnérable. Alors, ce n'est pas une surprise pour nous, puisqu'à l'UJICT, on fait tous les ans un baromètre via Voice avec CECAFI, où on interroge les cadres et les professions intermédiaires, mais là, je vais rester sur les cadres, puisqu'elles sont vraiment bien, puisque c'est le thème de la journée. Et on constate depuis plusieurs années la dégradation du travail, dégradation structurelle, hein, ça a été dit, et je le confirme. Le dernier baromètre qu'on a fait sur l'encadrement, c'est un cadre sur 4 qui travaille déjà plus de 45 heures. 52% des cadres se disent fréquemment en contradiction avec les décisions de leur entreprise. Donc, pourquoi je prends ces deux réponses-là? C'est que, bien évidemment, ça fait partie des 6 indicateurs des risques psychosociaux. Donc, le sens au travail, vous en avez parlé, et bien sûr, la complexité de la surcharge de travail. Donc, nous, ce qu'on voit monter vraiment, c'est en dehors du fait de sentir une dévalorisation de leur travail, une perte de sens et la surcharge. Donc, nous, la question, on a mis en place des outils pratiques d'ailleurs, c'est effectivement intervenir dans des campagnes de prévention dans l'entreprise. Déjà, nationalement, on est dans l'année de la santé mentale, de ce que j'ai compris, 2025. Donc, il faudrait déjà une grande campagne
national, parce que c'est un sujet grave. Enfin, quand on voit en dehors des coûts cachés ou ce que ça peut coûter aux entreprises, c'est de toute façon un problème de société. Donc, une grande campagne nationale serait nécessaire pour parler de l'absentéisme au travail hein, et de l'augmentation des risques psychosociaux. Et après, nous, dans l'entreprise, ce qu'on réclame, c'est effectivement d'avoir les données claires sur l'absentéisme. Et si on ne les a pas, on a mis en place un tuto, en fait, pour obtenir directement des salariés. Donc, on met en place des enquêtes en interne que le syndicat ou le CSE peut mettre en place, des questions sur la qualité de vie au travail, des questions sur comment ça se passe en télétravail, comment ça se passe sur différents secteurs et modalités de travail et d'organisation. Avec ça, on incite après nos élus ou nos syndicats à aller voir l'employeur parce que la responsabilité de l'employeur est immense, bien évidemment, puisqu'il est responsable de la santé et sécurité des travailleurs et des travailleuses, et vous le savez, hein, c'est l'article 4121-1 et la suite d'ailleurs. Et donc, d'interpeller l'employeur pour qu'il mette en place des campagnes de prévention et pour tout simplement trouver les causes de l'absentéisme dans l'entreprise. Pour qu'on puisse lutter contre ces causes, contre l'absentéisme, il faut qu'on en connaisse les causes. L'absentéisme, c'est un symptôme de quoi? Il faut que nous on le sache. Donc, effectivement, Emmanuel, on met en place ouais. ouais, non, excuse-moi d'intervenir, mais et pour rebondir directement sur le rebond, enfin Ouais. le lien entre organisation, les conditions de la mise en discussion pour réduire et prévenir. C'est un peu le sujet. Toi, et il y avait une question dans le chat soulevée par quelqu'un qui disait on peut en parler de la prévention de la santé, mais jusqu'à la limite, c'est de parler de l'organisation du travail. C'est ça la limite. Dès lors qu'on commence à parler de l'organisation du travail, ben là, c'est faire rideau, on n'en parle plus, c'est terminé. Est-ce que c'est pas là le hiatus? Et tu as parlé même toi-même de contexte organisationnel. C'est pas là le hiatus quand on parlait de consensus avec Laurent, ben le hiatus qu'il peut y avoir entre l'approche d'une direction et l'approche d'un syndicat? En fait, si vous voulez, on a vu une évolution dans les 20 ou 30 dernières années. Bon, déjà, effectivement, quoi qu'il en soit, que ce soit un manager, d'abord, quand même, le Datascope, quand il parle de la souffrance au travail, il parle des managers. Donc, moi, quand j'entends que quelque part, c'est la responsabilité du manager de s'occuper de la souffrance au travail dans son entreprise, oui, bien sûr. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté de l'entreprise d'avoir une organisation qui protège les salariés. Et dans ce cas-là, ils peuvent mettre en place une politique de management. Mais très souvent, ils ne peuvent pas parce qu'on est dans une vision court-termiste. Dans les années 90, d'ailleurs, l'UGIC a publié un livre qui s'appelle « Laissez-nous bien travailler ». Dans les années 90, il y avait encore la responsabilité du manager ou de l'encadrant d'une certaine autonomie pour faire vivre ses équipes et mettre en place une qualité de travail. À partir des années 2000, 2010, 2020, avec une plus grande financiarisation du travail, on est tombé dans ce que nous on appelle le Wall Street Management, c'est-à-dire que le coût du travail, comme vous le savez, a été compressé, et de mettre en place une politique de prévention, ça ne correspond pas beaucoup avec une politique court-termiste. D'accord ? Donc, en fait, si vous voulez, en général, l'employeur dit qu'il n'a pas ni le temps ni l'envie parce qu'il doit remonter, lui, un chiffre d'affaires et des bénéfices auprès de ses actionnaires, quand il y a des actionnaires, bien sûr, ce qui fait que ça rend, on l'a dit tout à l'heure, plutôt un management vertical dont souffrent les managers parce qu'eux aimeraient vraiment pouvoir mieux manager. Et en général, la perte de sens au travail, elle vient de là. C'est que les managers ne peuvent pas, soit ils reprochent, c'est que d'être forcé de faire un management qui est toxique quelque part, soit carrément de sentir que par moment, quand ils remontent les informations ou quand ils alertent l'employeur, il n'y a pas de réponse en fait. Il n'y a pas de réponse et ça met en question en plus leur responsabilité professionnelle. Parce qu'il faut savoir, je vais en parler rapidement, mais le management toxique et le management qui a été révélé chez France Télécom, où on a culpabilisé finalement les managers qui avaient mis en place une organisation décidée par l'employeur, ça a marqué les esprits. Et les managers, ils savent très bien, parce que c'est vrai qu'ils peuvent être responsables de ce qui se passe. Et donc, leur problématique à eux, c'est de se dire à quel moment on prend soin des travailleurs, à quel moment on sort d'une logique court-termiste. Donc, voilà. Donc, quand on parle de mauvais management, c'est culpabilisant. Et ça dépend de quel management on parle. Hein. C'est-à-dire que si au manager, on va jusqu'à la direction qui impose une politique court-termiste, peut-être. Mais en tout cas, que ce soit les RH, les DRH,
les managers de proximité ou pas, eux souffrent de ce type de manager qui ne prend pas en compte les risques psychosociaux notamment. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, très bien, nickel, super. Ouais, c'était exactement ça. Ok. Alors, je t'ai coupé dans ton élan. Alors, Peut-être juste pour dire qu'il y a plein de questions dans Oui, le chat. Vous inquiétez pas, on va y répondre ok. avant la fin. Et voilà, on fait déjà un premier tour de piste de tous les intervenants avant d'aller sur les interactions. Non, mais enfin, ouais, au-delà de ça, Alors, ouais, ouais. vas-y, rapidement, et vas-y, ouais. Moi, je pense qu'après, je répondrai certainement aux questions, Oui, mais je voulais rajouter ouais. qu'effectivement, du coup, nous, ce qui est important pour nous, c'est dans l'entreprise, faire prendre conscience aux salariés qui ne sont pas seuls, en fait. C'est sortir de l'individualisation et surtout dans la population d'encadrement, puisqu'ils sont déjà sur des rémunérations individuelles. On essaie de les couper du reste des salariés pour leur dire, vous n'avez pas tout à fait la même place, vous ne pouvez pas être solidaire des plaintes des autres salariés. Donc, en fait, leur faire comprendre que déjà, la souffrance qu'ils ressentent, il ne faut pas la vivre tout seul, elle est individualisée, mais qu'il faut trouver des solutions collectives. Donc oui, le syndicat doit être proactif. Et peut-être pour finir sur ce qui a été dit, en réalité, pour les raisons que je viens de vous dire, c'est très compliqué d'imposer à l'employeur une vraie politique de prévention et de mettre ces sujets sur la table de façon prioritaire, même s'il a des coûts à côté. En attendant, les logiques court-termistes font qu'il fait des choix, des arbitrages, et souvent, ça n'est pas en faveur de la lutte contre la souffrance au travail. Et voilà. Et nous, de toute façon, on a après des revendications, mais j'en parlerai peut-être après. Ok, merci Emmanuel. Merci. Ouais, pas de problème. Merci à toi. Parole à Christian Grolier. Alors, Christian, toi alors, tu représentes donc le syndicat FO des fonctionnaires, les fonctionnaires FO, donc la fonction publique. La fonction publique. On te voit loin, mais on t'entend. Est-ce qu'on t'entend bien, j'espère? Oui, l'essentiel, c'est que tu m'entends, Rodolphe. Nickel, on t'entend. Là, le son parfait. Ok, super. Eh ben, écoute, le Datascope, il observe la situation dans le secteur privé exclusivement, pas dans le secteur public. D'ailleurs, c'est déjà un signe de voir on manque. Je parlais de manque de données avec Emmanuel sur les branches. Ben, le manque de données peut-être est aussi patent dans la fonction publique pour nourrir les échanges. Toujours est-il, ce qu'on peut voir, c'est que le taux d'absentéisme global dans la fonction publique et dans les fonctions publiques, en particulier dans certaines encore plus, mais moyen est supérieur au moins de 2 points, sauf erreur, à celui du privé. Et au regard de ce que tu as pu écouter et dans le contexte dans lequel on parle sur sur les velléités, enfin même pas les velléités, les ambitions, je sais pas, la volonté de l'exécutif d'en remettre une couche sur les réductions des effectifs dans la fonction publique, en quoi ça sonne à tes oreilles, à toi? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous, on a des statistiques pour la fonction publique, puisque la direction générale de l'administration et de la fonction publique sort un rapport annuel tous les ans. Et d'ailleurs, le dernier rapport publié fin 2024 est venu contredire toutes les affirmations des ministres précédents qui indiquaient que nous étions avec plus d'arrêts maladie dans le public que dans le privé. Alors, c'est partiellement faux, puisque effectivement, il n'y a pas le même impact des conditions de travail sur les 3 versants. Donc, la fonction publique d'État, qui regroupe les enseignants, les policiers, les finances publiques, je ne vais pas tous les citer, ont moins de jours d'arrêt maladie que les salariés du secteur privé. À l'inverse, les fonctionnaires de la territoriale et aussi de l'hôpital en particulier ont davantage de jours d'arrêt maladie, 14 contre 10 à peu près, que les salariés du secteur privé. Donc, on a quand même des statistiques de plus en plus développées par ailleurs, et on s'en félicite parce que ça permet quand même de regarder un petit peu ce qu'on peut faire en matière de prévention. On a quand même 5,7 millions d'agents, ça correspond à 20% de l'emploi salarié du pays, donc c'est quand même un bastion assez important. Nous, notre principal sujet, j'ai écouté avec intérêt M. Capelletti, notre principal sujet, nous, c'est l'impact des politiques publiques en matière de conditions de travail, premier levier, en matière de qualité de vie au travail, en matière de sens au travail, en matière de rémunération et en matière également de déroulement de carrière. Et malheureusement, les 6 leviers qui étaient cités, nous, ces 6 leviers-là, on n'arrive pas à les bouger.
Et notre particularité, si j'ose dire, qui fait que nous n'avons pas de contrat de travail, de manière très générale, je parle des fonctionnaires sous statut, parce que nous sommes dans une position statutaire et réglementaire, parce que c'est la loi, le Code général de la fonction publique, qui régit nos droits, garanties et obligations. On n'a pas un contrat de travail direct. Ça complique encore plus les choses. Parce que finalement, on subit tous la politique publique décidée par le gouvernement, quel qu'il soit. Que ce soit l'agent au plus près du terrain, comme le manager qui, lui, doit de ce coup restructurer, subir des suppressions de postes, ne plus avoir d'enveloppe budgétaire pour mieux rémunérer ses agents. Et je ne parle même pas de la médecine de prévention, la médecine du travail qui est devenue quasi inexistante dans la fonction publique. Donc, on a un vrai sujet, c'est que tout le monde, du fonctionnaire de catégorie C jusqu'au fonctionnaire A++, en fait, n'a des leviers que si le gouvernement et indirectement le Parlement, même si depuis quelques années, il n'a plus son mot à dire, puisque toute loi de finances passe au 49.3, mais il n'y a qu'eux qui peuvent nous donner des outils pour pouvoir agir quelque part sur l'amélioration des conditions de travail. Et le pire, c'est que non content de geler les salaires, geler les carrières, parce qu'on parle de sens. Vous savez, aujourd'hui, un agent de catégorie C, c'est à peu près 45% de l'effectif des 3 versants de la fonction publique, donc un ouvrier, un agent, etc. Au bout de 20 ans de carrière, il arrive au dernier échelon de son premier grade et son écart de rémunération, c'est de 100 € brut. Donc, je veux dire, pour une motivation, il faut vraiment être très, très motivé. Gagner 100 € brut de plus au bout de 20 ans de carrière, ça n'aide pas. Et donc, on est dans une sorte de mal-être qui s'accentue parce que finalement, les agents du terrain reprochent aux managers de ne rien pouvoir faire, alors que ces managers eux-mêmes, malheureusement, sont un peu pieds et poings liés avec la loi de finances et les choix de politique publique. Et forcément, ça entraîne des difficultés, des risques psychosociaux pour toutes les catégories d'agents. Et le tout en plus avec des réformes permanentes et des réformes qui ne sont jamais évaluées. C'est ça le pire, c'est qu'on restructure, on fusionne des services, on enlève des effectifs, après on reconstruit, on change le nom des directions, parfois même des périmètres ministériels, en permanence, tous les ans. Et il y a même des agents qui vous disent, je ne sais même plus ce que veut dire le nom de ma direction. Voilà, donc ça devient extrêmement compliqué et finalement tout le monde y perd. Christian, quand on préparait ton intervention, là, tu as parlé effectivement des données que vous donnez, des données que vous fournissez la DGAFP, enfin l'État employeur sur l'absentéisme, mais tu me parlais, par contre, un phénomène qui est nouveau dans la fonction publique, c'est l'augmentation des arrêts sans justificatif médicaux. Ça, c'est un signe aussi. Et donc, ça passe sous le radar. Et également, l'augmentation des démissions, qui sont aussi une forme d'absentéisme assez radicale, mais qui sont un signe à prendre en compte dans l'équation, dans l'analyse. Oui, alors, bon, d'abord, on part d'un principe simple, c'est qu'un fonctionnaire, c'est comme un salarié du privé. Quand il est malade, il va chez le médecin et il a un arrêt de travail. Mais là, au lieu de se poser une fois de plus une question de l'origine de ces soucis, la seule proposition que fait le gouvernement pour 2025, c'est de dire on va diminuer la rémunération d'un fonctionnaire malade, avec pourtant un certificat médical et un arrêt de travail, puisqu'on va diminuer sa rémunération de 10%. Ça n'arrange rien, évidemment, puisqu'on rajoute déjà une certaine paupérisation de l'emploi public, en plus des difficultés supplémentaires quand on est en arrêt maladie. Ensuite, les conditions de travail se sont tellement dégradées. Alors, beaucoup dans la fonction publique hospitalière, en opposition avec les autres, que oui, aujourd'hui, on en arrive à avoir des agents qui démissionnent, parce qu'ils sont tellement au bout du rouleau, qu'ils démissionnent même s'ils n'obtiennent pas la rupture conventionnelle de l'employeur. C'est pour dire à quel point les conditions de travail se sont dégradées, et pourtant, on peut considérer que dans quasiment toutes les missions, que ce soit des enseignants ou des hospitaliers, les fonctionnaires, ils sont investis dans ce qu'ils font. On n'est pas soignants par hasard. Et malgré tout, ils en arrivent à démissionner et à se dire je ne peux plus travailler dans ces conditions, et on n'a pas de levier, c'est ce que j'expliquais, on n'a pas de levier malheureusement pour arriver à améliorer leurs conditions de travail. La journée de 12 heures à l'hôpital, c'est une journée qui est extrêmement fatigante, et si en plus on vous dit au bout de la journée qu'il faut rester un petit peu plus parce qu'il y a des collègues qui sont absents, c'est une catastrophe.
Donc, il faudrait qu'on y travaille parce qu'aujourd'hui, la Cour des comptes dit que ça représente à peu près 250 000 emplois, l'absentéisme dans la fonction publique. Alors, 250 000 emplois, avec en plus derrière la suppression de postes à venir, le projet de loi de finances 2026, il faut qu'on ait les moyens d'y travailler. Sauf que les 6 leviers qui ont été indiqués sont désormais des leviers qui sont gelés. Donc, la conséquence, c'est ça, c'est que du coup, il y a plus de démissions et parfois peut-être plus d'arrêts maladie. Et la solution préconisée, donc des 10%, de la pénalité des 10% sur la rémunération des agents, ça t'amène à penser, quand on préparait l'entretien, je te posais la question la question du contrôle des arrêts, la légitimité des contrôles, et toi, tu disais qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils mettent les moyens du contrôle, et pour illustrer, comme ça a été dit quand même en liminaire dans beaucoup d'interventions, c'est que la majorité des gens, ils vont au boulot et ils sont pas les. Enfin, s'il y a des causes racines, on se met pas. Je reprends un terme d'Emmanuel. Je t'ai pas lancé là. Emmanuel me disait, on se met pas en arrêt par plaisir, même pour nous. Et donc à chaque fois, donc de dire, voilà, contrôler. Au moins on aura la preuve que quand on est en absence, l'absence elle est légitime. Oui, tout à fait. Si on regarde l'argumentaire qui était celui de l'ancien ministre, qui a été repris par le nouveau, c'était nous dire, pour lutter contre l'absentéisme, il va falloir qu'on réduise l'indemnisation, ce qui sous-entendrait évidemment que les agents qui étaient malades ne l'étaient pas vraiment, ou en tout cas pas au point de ne pas pouvoir aller travailler. Les statistiques ont démenti immédiatement le fait que, je rappelle, 8,9 jours de maladie pour la fonction publique de l'État et 10,3 jours d'arrêt maladie pour le secteur privé. Et 14 jours pour la territoriale et l'hospitalière, ce qui fait une moyenne de 12 jours contre 10,3. L'écart n'était pas aussi important que ça, et je rappelle en plus qu'il y a des logiques à ça. Dans la fonction publique, il y a une population qui est beaucoup plus féminisée que dans le secteur privé, c'est démontré, une population qui est plus âgée en moyenne de 4 ans que dans le secteur privé, et il y a des missions spécifiques, c'est que dans la fonction publique, on travaille le plus la nuit, le dimanche, etc. Et on voit bien qu'au final, tout ça, c'est une décision, et c'est ça le plus triste, c'est une décision purement budgétaire. Et on va se retrouver avec des conséquences effectivement sociales. Il y a celui ou celle qui va se dire, tant pis, j'ai vraiment pas les moyens avec tous mes salaires gelés depuis des années, je vais quand même aller travailler, avec le risque de contaminer soit ses collègues, soit si c'est un enseignant, des gamins dans une classe, etc. Et puis il y a celui qui va se retrouver malade et vraiment incapable d'aller travailler et qui va en plus rajouter à la maladie des difficultés financières par-dessus le marché. Et une fois de plus, c'est ce type de levier budgétaire, c'est ce qui fait qu'il y a souvent une très grosse opposition des syndicats à des accords sur la QVCT, puisque ça fait partie de ces leviers qu'on n'arrive plus à bouger, et même qui sont en totale contradiction avec l'intérêt des agents. Parfait. Christian, écoutez, tu vois, je vous propose de rebondir, de prendre des questions. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes, donc ça c'est bien. Et donc, qui, au regard des tours de parole qui ont eu lieu, qui veut prendre la main par rapport à ce qu'il a écouté? Un premier rebond, Sébastien, Laurent, Sophie? Et je pense que Qui veut y aller Sébastien par rapport à a ce que vous commencé voyez à également dans le répondre. chat? Ouais, je pense que Sébastien a Ouais. commencé à répondre dans le chat, mais qu'il a besoin d'apporter quelques compléments sur sa présentation, si c'est possible, avant Laurent, si ça Ouais. ne te dérange Ah pas. ouais. Bon, ok. Bon, ça me Vas-y, dérangeait pas de Sébastien. ça me dérangeait pas de laisser Laurent intervenir s'il avait envie. Mais non, moi déjà je viens de voir qu'il y avait une question à laquelle on n'a pas répondu sur est-ce que le mal-être au travail n'était pas le même il y a 30-40 ans. Mais la différence c'est qu'on accepte aujourd'hui plus d'être en arrêt de travail. Ne serions-nous pas plus à l'écoute de nous-mêmes ces dernières années? Alors, c'est possible qu'il y ait une part de vérité là-dedans. Après, nous, ce qu'on observe dans les données quand même, c'est qu'on a une part il y a une part des arrêts de travail pour troubles psy qui est de plus en plus importante. Et donc, ça veut dire que là, on parle vraiment d'une part des arrêts, on ne parle pas en nombre. Et donc, ça veut bien dire que ça devient une raison de plus en plus importante de se mettre en arrêt, d'avoir des troubles psy. Donc, a priori, il y a quand même un mal-être grandissant. Voilà, c'est pas en valeur absolue, c'est vraiment des parts d'arrêt de travail. Donc, il y a quand même un phénomène qui est à regarder de près, je pense.
Sinon, je voulais rebondir sur ce que Laurent Capelletti avait dit sur les acteurs qui peut y avoir pour justement essayer de pallier à cet absentéisme qui dérive de manière plus importante. Il parlait notamment des syndicats. Je pense qu'en tant qu'assureur, on peut avoir un rôle à jouer aussi sur ces sujets-là, parce que notamment grâce à la DSN et grâce à toutes les données qu'on a, on peut faire un suivi précis de l'absentéisme et accompagner les entreprises dans la qualité des politiques de prévention qu'ils peuvent mettre en place ou même de retour à l'emploi, parce que voilà, on peut les aider dans ce suivi et les accompagner, même si nous, on n'a pas les compétences évidemment pour dire à chaque entreprise qu'elle doit faire, on peut les accompagner sur ces sujets-là en partenariat avec elles. Et bien sûr, nous, c'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi via Datamap. Donc, Sophie avait parlé du Datascope et de Datamap, qui sont des choses un peu différentes. Et donc, Datamap, on essaye de faire des études d'absentéisme pour nos clients et de les accompagner sur ces sujets-là. Mais on a besoin, en effet, de plus de précision sur chaque secteur d'activité. Les plans de prévention ne sont pas les mêmes à mettre en place. Donc, voilà, nous on espère qu'on peut aider avec ce rôle de suivi. Et dernière chose, je voulais aussi rebondir sur quelque chose que Laurent Capelletti avait mentionné sur c'est alors sur le coût de l'absentéisme, en fait, pourquoi je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne prennent pas en compte le fait que c'est un impact très important, c'est que ils vont beaucoup voir le coût direct de l'absentéisme avec ce qui est globalement le maintien de salaire. Donc nous, on agit beaucoup dessus, c'est ce qu'on observe dans nos données. Quand on parlait de 5,3% de la masse salariale, c'est ce qui est remboursé en maintien de salaire. Donc après, dans le maintien de salaire, il y a différents acteurs, il y a la sécurité sociale, il y a l'employeur qui rembourse aussi une partie et les assureurs en fonction des différents barèmes, des conventions collectives et des contrats de prévoyance. Et en fait, du coup, il y a aussi, vu que la Sécu joue un énorme rôle dans ce maintien de salaire, il y a potentiellement beaucoup d'employeurs qui se disent, OK, même si les gens ils sont en arrêt de travail, c'est pas vraiment nous qui payons. Une grande majorité, en fait, elle est payée par les pouvoirs publics et par l'ensemble de la population. Mais en réalité, c'est ce que disait Laurent Capelletti, la grande majorité du coût de l'absentéisme, elle est liée à des coûts indirects et ces désorganisations d'entreprise sont très mal évaluées, très mal connues des entreprises et l'impact que ça a surtout. Donc voilà, malheureusement, on n'a pas d'informations sur ces coûts cachés. On peut parler que des coûts directs en termes de chiffres, mais je pense que c'est important de le mentionner. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi un décalage sur la réalisation de à quel point ça coûte aux entreprises de ne pas prendre en charge ce sujet d'absentéisme. Parfait, merci Sébastien. Laurent, d'ailleurs, Oui. par rapport, Laurent, ouais, vas-y. Oui, alors pour répondre globalement à pas mal de points qui sont soulevés dans le chat, également rebondir sur les interventions précédentes. Donc le premier point, c'est donc justement pour convaincre d'un côté les dirigeants d'entreprise qui effectivement ont une logique le plus souvent court-termiste au plan financier. Dans les petites entreprises aussi, parce qu'en fait, c'est la survie économique qui est en jeu. C'est le chiffrage de l'impact en fait économique de l'absentéisme au travail. C'est pour ça que nous, on en fait une condition première en fait. Voilà. Parce que sinon, la tendance en fait, c'est de minorer le coût. C'est de dire, bon, bah, finalement, oui, alors on voit les coûts visibles, mais ils sont pris en charge pour partie par la collectivité finalement et les systèmes et les prévoyances, mais de ne pas voir effectivement la valorisation de la non-production, des surtemps des présents, des sursalaires, etc., etc. Et le rapport est de 1 à 4, hein. C'est-à-dire le coût visible de l'absentéisme au travail, les 17 milliards de la sécurité sociale, versus 90 à 100 milliards de coûts cachés. En réalité, spontanément, les dirigeants, ils ne voient que, allez, un quart de l'impact économique du problème. Donc, c'est majeur, c'est une condition préalable de chiffrer tout ça. Deuxièmement, par rapport à la différence publique-privée, hein, dont on a parlé, alors, il y a quand même, je rejoins ce qui a été dit hein, sur le secteur public, il y a quand même des marges de manœuvre hein, pour réduire pour partie l'absentéisme.
C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie des conditions de travail, de l'organisation du travail, qui dépend de l'organisation publique dont il est question. Voilà. Donc, et d'ailleurs, ça explique des différences entre, par exemple, telle mairie, telle municipalité, tel département, où dans certains cas, on va avoir, j'allais dire, à potentiel humain à peu près équivalent, on va avoir des différences dans l'absentéisme au travail très importantes. C'est dû à ça, justement, à une qualité managériale de proximité supérieure. Mais globalement, effectivement, dans le public, c'est plus compliqué pour les raisons qui ont été évoquées. C'est-à-dire que le statut, en gros, le système managérial est encore pire. Il est weberien par essence. Et le weberisme, en fait, c'est du taylorisme en pire, quoi. Donc, pour effectivement pouvoir jouer sur les 6 leviers dont on a parlé, il faut en fait une inflexion des politiques publiques et une adaptation du statut. Après, le troisième point sur le contrôle de l'absentéisme au travail. Alors, moi, par éthique, plus c'est collectif, plus on est dans un système collectif, plus on est dans du budget public, mieux doit être le contrôle. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Mais simplement, les gens ne sont pas absents parce que le système est, sauf à la marge peut-être, mais même pas, quoi, c'est très marginal. Les gens sont effectivement pas absents parce que le système est laxiste, etc., globalement. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas de contrôle. Je suis en train de dire le contraire. Mais la cause racine n'est pas majeure, n'est pas celle-là. La cause majeure de l'absentéisme au travail, et notamment des troubles psychosociologiques, des burn-out qui frappent de façon sidérante les cadres et les jeunes, c'est l'enrichissement du travail humain, la qualité managériale, l'intérêt au travail, etc. On est bien d'accord là-dessus. Entendu. Parfait. Merci Laurent. Emmanuel, Christian, peut-être Emmanuel, tu avais un point sur on est d'accord que le CHSCT ne va pas revenir, mais par contre, tout ce qu'on dit depuis ce matin, ça met en avant le point, les limites de la prévention et les limites des outils qui sont activés. Et toi, vous plaidez CGT pour la reconnaissance de la dégradation, de la santé psychologique. On parle de burn-out, etc. La reconnaissance de tout ça, ça apparaît dans le chat. Mais également, ce qu'on voit, on parle de discussion, c'est vous plaider aussi, peut-être aussi pour avoir des représentants de proximité qui aient vraiment un rôle, peut-être en lien avec les conditions de travail, l'organisation du travail. Enfin bon, on a eu une perte de proximité. Et ça vaut aussi pour les RH. Il y a quelqu'un dans les RH qui en parlait. La capacité des RH à être sur le terrain est aussi compliquée, donc même combat. Et donc, sur la proximité peut-être et les moyens de la prévention, à toi, Emmanuel, si ça te va comme piste. Oui, ça va très bien. Effectivement, je crois que j'ai vu une question à un moment dans le chat où la question c'était comment est-ce qu'on peut agir au CSE en fait. Alors effectivement, il n'y a plus de CHSCT, il y a encore des commissions CHSCT, mais qui ont moins de pouvoir qu'avant, d'accord. Donc les ordonnances Macron nous ont enlevé le CHSCT qui était une vraie organisation, institution qui permettait vraiment d'agir et de demander des expertises indépendamment du CSE, etc. Bon, on n'a plus ça, mais il y a toujours, je répète, la responsabilité de l'employeur sur la santé et sécurité des salariés. Donc, en fait, nous, ce qu'on propose et ce qu'on met en place dans les entreprises quand on le peut, c'est effectivement tout d'abord d'aller constater, faire un état des lieux dans l'entreprise de la souffrance au travail et d'en connaître les causes par le biais d'enquêtes comme dont je vous parlais tout à l'heure. Mais après, l'intervention directement auprès de l'employeur, c'est aussi tout simplement la mise à jour du DURP, document unique d'évaluation des risques professionnels, et d'intégrer les 6 facteurs donnés par l'INRS. Je ne sais pas s'il faut les répéter, mais c'est les 6 facteurs qui créent les RPS ou qui seront susceptibles de créer des RPS concernent l'intensité et la complexité du travail, l'exigence émotionnelle, le manque d'autonomie, les rapports sociaux au travail dégradé, conflit de valeurs, insécurité de la situation de travail. On sait très bien qu'aujourd'hui, notamment avec le retour des PSE, il y a une grande insécurité du travail aussi, et aussi dans l'encadrement sur le risque de chômage. Donc, en fait, d'intégrer ces facteurs dans le DURP,
La prise en compte de l'impact du genre, la prise en compte de l'impact du genre aussi. Hein. Donc, pareil aussi, faire un DERP genré, parce qu'on en a moins parlé, mais les femmes sont surexposées aussi. Donc, il faut savoir pourquoi et il faut pouvoir mesurer ça dans l'entreprise. La consultation annuelle sur le PAPRICART, hein, c'est-à-dire le rapport sur les conditions de travail. Et puis, de toute façon, l'intégration et essayer de forcer l'employeur parce que c'est lui qui peut mettre les campagnes de prévention. Ensuite, on parlait de référents. Il existe déjà un référent qui est le référent contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Donc, ce n'est pas que harcèlement moral, mais ça fait déjà partie de la prise en compte des conditions de travail dégradées. Donc, ne pas hésiter à aller voir aussi ce qui se passe sur ces sujets-là. Et nous, on développe déjà des outils. Hein, donc, on propose aussi pour les salariés et les syndiqués des webinaires sur les RPS et le management. Et on distribue aussi des sociomètres qui sont à l'image des violentomètres que vous devez connaître, où l'encadrant peut voir à quel niveau il est de souffrance en travail, notamment sur son autonomie, etc. Parce qu'on s'adresse aux populations qu'on organise, nous, à l'UGICT. Et je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit sur le contrôle. Oui, je rejoins la dernière intervention, c'est que je pense que le contrôle, là, si on ouvre la boîte de Pandore, si on s'engouffre là-dedans, ça ne va d'abord, comment faire? Parce que là, il s'agit de mettre en question quoi? Normalement, le contrôle, quand vous êtes en arrêt, c'est tout simplement voir l'inspection du travail, si vous êtes chez vous ou pas, alors que vous êtes en arrêt. Mais là, d'aller vérifier les motifs, déjà, ça remet en question le médecin traitant. Il faut savoir que les médecins traitants sont aujourd'hui sous pression, effectivement. On leur demande de faire moins d'arrêts de travail qu'on suppose qui soit un petit peu trop ou pas assez regardant. Donc, ça met une pression sur le médecin traitant et il n'en est pas question. En plus, c'est une dépense pour moi inutile d'inspecteur ou de médecin du travail parce que je ne sais pas comment il pourrait faire. Et que, toujours pareil, ça culpabilise le salarié au lieu de reconnaître tout simplement il y a un taux d'absentéisme important, il y a un taux d'arrêt maladie qui est trop important, c'est un symptôme, il faut aller chercher la cause et pas essayer de culpabiliser les personnes. Voilà ce que je voulais rajouter de mon côté. On te demande, Emmanuel, si tu peux transmettre le sociomètre. Donc, alors, je pourrais te le transmettre pas là, puisque comme vous l'avez constaté, je ne suis pas devant mon ordinateur. Mais Rodolphe, si tu veux bien que je t'envoie les documents, si tu peux le transmettre après aux gens, c'est avec plaisir. Avec ok, plaisir. super. C'est possible? Laurence, voilà, vous avez la réponse. Ouais, super. Je l'enverrai. Ouais. Pas de problème avec le compte-rendu, ça sera une ressource qui je te sera l'envoie jointe. à la fin de la réunion. Super, mais merci à toi. Nickel. Christian, Super. par rapport Merci à ce que tu as beaucoup, pu entendre sur le contrôle, etc., sur d'autres sujets? Alors, sur le contrôle, je rejoindrai Emmanuel, c'est-à-dire que si on peut, parce que c'est toujours pareil, c'est toutes ces légendes qui laissent penser que les fonctionnaires ou les salariés du droit privé, peu importe, se mettent en arrêt de travail pour faire autre chose, et alors qu'ils ne sont pas malades, si on peut effectivement contrôler le fait qu'ils soient bien à leur domicile, en train de se soigner, évidemment, ou de se reposer suivant ce qu'ils ont comme problématique, nous, on n'est pas opposés au contrôle. Le contrôle dans ce sens-là, oui, bien sûr, aller contrôler ou aller vérifier s'il y a une homologie entre l'arrêt du médecin et la véritable pathologie du salarié, non. Ça, le médecin a consulté, a décrété que la maladie était celle-ci, que le traitement était celui-ci. Mais en revanche, aller vérifier que la personne se repose et vient chez elle, ce type de contrôle, ça ne nous a jamais heurté, bien au contraire. Et ça éviterait sûrement de continuer à laisser penser qu'il y a des arrêts de complaisance. Parce que très sincèrement, avec la pression et la régulation qu'a mis en place la sécurité sociale ces dernières années, trouver un médecin qui fait des arrêts de complaisance, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, à titre personnel, je n'en connais pas. Donc, le contrôle, ça ne nous pose aucun souci dans ces conditions-là. Et la deuxième chose qu'il faut qu'on arrive à développer, et notamment dans le secteur public, c'est la prévention. Parce que là aussi, la médecine de prévention, comme on l'appelait chez nous, devenue médecine du travail, a quasiment disparu. On trouve des agents qui n'ont pas eu de visite médicale parfois pendant 4-5 ans. Et ça aussi, ça contribuerait de fait à quand même améliorer la santé au travail. Et puis nous, on a un sujet qui apparaissait pas il y a 20 ans, qui est la sécurité. Mais la sécurité, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que personne n'imaginait il y a 20 ans qu'un enseignant pouvait se faire assassiner en allant à l'école. Personne n'imaginait que les agents qui sont en front office dans le service public pouvaient se faire agresser. Et donc, cette violence qui se met dans la population, ça a quand même énormément dégradé les conditions de travail. Et de fait, ça a un impact aussi psychologique.
On a des agents aujourd'hui qui, suivant la mission qu'ils exercent, vont travailler, je n'irai pas jusqu'à dire systématiquement avec la revente, mais vont travailler quand même avec une énorme pression, et y compris dans leur activité. Les enseignants, par exemple, aujourd'hui, qui se régulent de manière d'exprimer des cours qu'ils ont à mener, par crainte qu'il y ait une interprétation de leurs propos et des conséquences derrière. Donc, ce problème de sécurité, il vient aussi beaucoup perturber les relations au travail, les relations hiérarchiques. Il complique forcément le management aussi. Et ça, c'est quand même très nouveau depuis quelques années. On est loin de l'enseignant qui était un peu le notable dans le village et qui aujourd'hui peut être une cible à n'importe quel moment. Donc, il y a tous ces éléments qui démontrent en tout cas qu'il y a une vraie nécessité d'améliorer les organisations du travail, les conditions de travail et bien sûr donner du sens à ce qui peut être fait. Parfait. Sophie, Sébastien, vous voyez des choses, ouais? Ouais, j'aimerais bien réagir à quelques trucs. Déjà, Emmanuel a mentionné le fait qu'il fallait avoir des moyens d'action qui étaient très personnalisés. Elle parlait notamment des femmes qui étaient plus vulnérables. Je pense que c'est un grand sujet, le fait de publier des chiffres qui concernent différents groupes de population pour avoir des plans adaptés. On a beaucoup de choses qui sont spécifiques à des groupes de population et qui permettent à ces individus de s'émanciper parce qu'ils ont besoin, on a besoin de mettre des plans en place spécifiques pour protéger ces populations. Je pense que c'est très important de le faire. Il ne faut pas avoir honte de partager ces chiffres-là de peur, de stigmatiser ces populations. Ce n'est pas du tout l'objectif. Et donc, voilà, je rejoins énormément ce point qu'il y a besoin vraiment d'accompagner des populations qui peuvent être plus vulnérables et c'est très bien de le faire. Et sinon, autre chose, il y avait une question sur les cabinets d'audit, je crois, sur est-ce qu'on pouvait publier des chiffres dessus. Alors, il faut savoir que nous, en complément du Datascope, on va publier régulièrement des informations sur le site AXA en rapport avec le Datascope, avec des compléments d'informations. Et du coup, on pourrait ajouter dans l'analyse sectorielle des informations comme celle-ci. Donc, c'est très intéressant pour nous aussi d'avoir vos retours dans le chat. S'il y a des choses qui vous intéressent et que nous, on a de la donnée qu'on peut exploiter et qui pourrait répondre à vos questionnements, n'hésitez pas à nous le mentionner dans le chat et ça pourrait nous guider dans ce qu'on pourrait faire dans le Datascope sur les éditions annuelles et sur aussi les compléments d'information qu'on essaye de mettre à jour tout au long de l'année. Parfait. Merci Sébastien. Laurent, on arrive, on a encore un peu de temps, hein, donc Sophie, voilà. Moi, je vous ai mis je vous fais la promo du prochain direct de Miroir Social qui est jeudi prochain. Alors, tout autre sujet, rien à voir. Oui, Laurent, pas de problème. Ouais, c'est simplement, on va parler des droits de douane. Alors, rien à voir avec la choucroute par rapport à ce matin, mais comment on parle des droits de douane en CSE. Voilà, donc tout autre sujet, mais qui peut être. Il y a matière à interroger les directions. Laurent, oui, à toi. Oui, alors juste en termes de méthode, hein, ce qu'on a observé nous, c'est le paradoxe, c'est évidemment pour prévenir l'absentéisme au travail, il va falloir travailler sur ses causes. Mais l'erreur, c'est de commencer par les causes. En fait, il faut d'abord faire un diagnostic des conséquences, c'est-à-dire à la fois sociales, dans les équipes, quand il y a de l'absentéisme, et chiffrer également les conséquences économiques, le coût économique de ces conséquences. Hein, c'est non-production, c'est sur salaire, c'est sur temps, etc., etc. Parce que sur cette base-là, ça va potentialiser les énergies de chacun, les prises de conscience, à se dire, oh là, il faut qu'on s'en occupe. Et donc, à partir de là, ça va légitimer un travail sur les causes. Voilà. Je pense qu'en termes méthodologiques, c'est important de préciser ça. Il y a un point, alors je ne sais pas si tu l'as peut-être dit parce que parfois je diverge moi, mais par rapport, il y avait une question, Sébastien parlait sur la non prise en compte du coût par les employeurs, le fait qu'il y avait quand même une part de ce coût qui était pris en charge par la solidarité nationale, on va dire, et donc c'était une raison qui faisait, bon, ben, ça ne nous coûte pas si cher que ça parce qu'il y a une partie. Mais ce que tu me disais, je crois, qui est dans des pays où également comparables, où il y a également une assurance maladie qui assure un socle de base, la question, ça diverge également. Les taux sont moins importants qu'en France. Donc, Oui, c'est parce que justement, donc en fait,
C'est pourquoi? Parce que la cause racine de l'absentéisme au travail Ouais. n'est pas, fondamentalement, n'est pas j'allais dire, le système socio-économique du pays dans lequel on est. C'est la qualité du management. Voilà. Ouais. C'est ce qui explique qu'effectivement, on va dire à système social équivalent, si on prend les pays d'Europe du Nord, par exemple, on est très comparable, hein, Danemark, Suède, etc. Eh bien, ils ont un taux d'absentéisme au travail plus bas parce qu'il y a une prise de conscience chez les dirigeants du fait que ça se joue beaucoup sur la QVCT finalement. Hein. Voilà. Ok, super, parfait. Sophie, un petit mot de conclusion par rapport à ce que tu as pu entendre? Oui. Excusez-moi, j'arrivais pas à retrouver mon micro. Voilà, j'ai essayé de répondre un peu aussi aux questions du chat. En tout cas, vous allez tous recevoir le replay, le lien de rediffusion par Miroir Social. Nous, on vous enverra de notre côté des ressources complémentaires, y compris celles évoquées par les différents intervenants. On pourra les compiler. Et je pense que d'année en année, parce que c'est pas la première fois qu'on fait un retour sur le Datascope, mais je pense que là, l'édition 2025, on sent bien qu'il y a une maturation dans le dialogue social, une capacité à s'emparer du sujet qui grandit, et ça fait vraiment plaisir, parce qu'en fait, c'est un levier d'approche de beaucoup de sujets, de santé, de qualité de vie au travail, de sécurité aussi, on l'a vu, et finalement dans tous les secteurs d'activité. Donc, je pense qu'on n'a pas fini d'en reparler. Voilà, à très bientôt donc pour d'autres occasions. Si vous avez des questions, j'ai mis mon email dans le chat et vous recevrez donc un courriel. N'hésitez pas à nous interpeller. Merci à toi, Sophie, d'avoir œuvré pour que ce direct se tienne dans ces conditions. Merci à toi. Et merci à Laurent, Christian, Emmanuel et Sébastien d'avoir mouillé la chemise pour partager vos retours. Merci à vous de votre participation active dans la salle. D'ailleurs, il y a un point quand même qui apparaît dans la salle, c'est quand même des coups de pression de l'assurance maladie à l'égard de salariés. Quelqu'un qui est dans la salle expliquait, voilà, des gens, alors ça, à mon avis, c'est pas dans les clous quand même que des agents de la Sécu puissent mettre des coups de pression en disant « vous feriez mieux de démissionner ». Ou alors ça peut être interprété comme tel, mais en tout cas, ça a été dit dans le chat. Enfin, il y avait quand même un certain nombre de messages sur des coups de pression de l'assurance maladie là, sur les gens qui étaient en arrêt. Voilà. Je ne sais pas si ça recoupe des choses que vous voyez, vous, Emmanuel, par exemple. Ouais, il nous reste une minute. Oui, On t'entend pas. pas forcément de la CPM, Ah, oui, là, vous m'entendez? Ouais, très bien. Pas forcément de la CPM, mais la question de démissionner peut venir aussi par exemple, des politiques RH qui disent écoute, il vaut mieux que tu démissionnes, ou même sans démissionner, que tu fasses carrément un abandon de poste aussi. On a un peu toutes les configurations qui sont à l'œuvre, effectivement. Ok, ça marche. Je confirme. Ok. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Prochain direct donc le 26. Il y en aura un autre super le 9 juillet sur comment on intègre les représentants du personnel dans le DURP et notamment sur les RPS. Et donc on aura un super retour d'expérience de Ouest France sur le fait que les élus constituent une unité de travail qui doit être intégrée dans le DURP. On le voit trop peu souvent. Et bien là, on aura l'occasion d'avoir un partage de la pratique qui va être super intéressant. 9 juillet. L'invitation va partir. À bientôt. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée. Et merci, bonne journée, merci. Sophie et Sébastien d'avoir porté pour AXA le sujet. Je vous dis une très bonne journée. Et je coupe. Et je vous ai envoyé un lien débrief. Mail.